Donc, bonsoir à tous, bienvenue au webinaire sur l'innovation drone, la France fleuron de la technologie drone. Je suis Henri Geoffroy, co-organisateur de ce webinaire avec Jérôme Fouillot, qui est plutôt en régie et qui s'occupe de l'image. Et donc, nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir. Alors, comme d'habitude, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver à partir du site FPDC. Vous posez toutes vos questions sur le chat. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Ou si on ne peut pas répondre, on fera un récap par écrit qui sera publié également avec les vidéos sur le site internet. Et donc, Jérôme, normalement, a coupé vos micros de manière à améliorer la lisibilité et l'élocution de nos intervenants. Alors, pourquoi parler un peu d'innovation sur ce webinaire? Le constat, il est assez simple. Le marché drone, c'est un marché qui est assez jeune et en fort développement. Les drones sont manifestement de plus en plus intégrés dans les activités professionnelles. L'innovation est nécessaire pour répondre à des besoins au niveau de chaque métier. Et en plus de tout ça, la France fait partie des pays pionniers dans le développement de cette filière drone et elle compte beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées sur la construction ou les prestations et qui font preuve d'innovation. Alors, découvrons ce soir un petit panel d'entreprises. On aimerait bien en inviter plus, mais je pense qu'on fera d'autres séances. Et donc, ces entreprises innovantes reflètent vraiment la dynamique de cette filière française du marché drone. Donc, ce webinaire, il vient de démarrer. À 18h10, nous allons accueillir Francis Duruflé, donc, qui est ingénieur d'affaires à l'EAS2I et aussi vice-président de la FPDC et qui fait partie des membres fondateurs de cette fédération. Donc, Francis nous parlera du développement, mais plutôt de l'intérieur des drones et de l'innovation qu'ils apportent sur les circuits intégrés. Ensuite, à 18h20, Marc Pavageau va nous expliquer ce qu'ils ont mis en œuvre pour améliorer le transport médical par drone. Nous aurons Aurélien Tricot, qui est fondateur de Inanix et qui est aussi membre de la Fédération professionnelle des drones et délégué. Nous présentera ses solutions pour automatiser et simplifier l'usage du drone. Ensuite, Johan Garin nous présentera des solutions plutôt orientées agricoles au travers de sa société Aera Solutions avec de l'intelligence artificielle à destination des pépinières. Ensuite, Clément Roulet de la société AIC Drone nous montrera la mise en œuvre des drones d'inventaire plutôt en indoor. Puis, nous continuerons avec Stéphane Doucet de la société Delair qui nous parlera des voilures fixes et de toute l'innovation qu'ils ont mis en place pour répondre au marché. Et enfin, Baptiste Simoneau, donc délégué en charge du développement à la FPDC et interlocuteur de César, nous présentera la place de la réglementation dans l'innovation et aussi les budgets qui peuvent y être alloués. Voilà, donc le programme est très chargé. Chaque intervenant interviendra 10 minutes et je vous demande de mettre un petit compte à rebours pour éviter de prendre trop de retard. Et avant de démarrer ce webinaire, petite promo sur les éléments à venir. Donc, prochain webinaire, toujours les premiers lundis de chaque mois. On fera le focus sur l'agriculture. Et surtout sur la question, en 2023, sera-t-il possible de pulvériser par drone et principalement des produits phyto, qu'ils soient de synthèse ou bio? Ensuite, au mois d'avril, nous ferons un webinaire sur la modélisation 3D spécifiquement sur le marché BTP. Puis, nous finirons cette saison de webinaire au mois de mai avec l'art de faire ses déclarations de vol, où vous retrouverez des tas d'astuces pour être au mieux dans les règles quand vous faites vos déclarations. Alors, démarrons sans plus attendre avec Francis Duruflé,
et qui va nous montrer. Alors, j'ai fait un petit récap en disant l'innovation, c'est comme un iceberg. Il y a ceux qui se voient, mais aussi ceux qui ne se voient pas. Et donc, Francis, je te laisse partager ta présentation pour 10 minutes et nous montrer l'envers de l'innovation au niveau des drones. Bonjour à tous, je suis très content de me joindre à ce webinaire qui revêt une importance cruciale parce que pour moi, les deux mots, les deux termes sont vraiment très liés depuis le début, drone et innovation. Il faut bien voir que toute la filière drone existe et aujourd'hui forte grâce à l'innovation du départ, puisque le drone a pris naissance il y a quelques années à partir du moment où la technologie avait suffisamment évolué, avait apporté suffisamment de capacité d'intégration et de réduction de coûts pour rendre les technologies d'asservissement des systèmes disponibles pour le semi-professionnel. Et c'est comme ça qu'on a pu commencer à développer des premiers drones à usage civil, alors qu'auparavant, les seuls drones qui existaient l'étaient uniquement pour des usages militaires, étant donné l'investissement très important qu'il fallait faire pour développer ce type de système. Donc l'innovation et le drone, c'est très lié. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter en tant qu'ingénieur d'affaires chez EasyIC, c'est plutôt un outil d'accélération de l'innovation. L'innovation dans le drone, elle prend plusieurs formes. Il y a de l'innovation partout dans le drone, que ce soit sur sa structure, que ce soit sur son stockage d'énergie, les batteries, sur sa motorisation, sur le type de pale, le groupe moteur, c'est-à-dire le type de pale qu'on utilise. Mais à l'intérieur, on a quand même un cœur de réacteur qui est l'autopilote. Sur qui on base beaucoup de choses pour permettre au drone de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Son autonomie, c'est un petit peu grâce à l'autopilote. Et donc, toute cette partie-là, elle se situe à l'intérieur du drone sur des cartes électroniques. Et ce que je voulais vous présenter ce soir, c'était l'existence, les capacités qu'on trouve un peu partout en France de centres de design de cartes électroniques. Donc là, je vais vous donner l'exemple de EasyIC, mais on en trouvera ailleurs. Donc EasyIC, c'est une société qui est basée à Grenoble, en fait, et qui travaille principalement sur le domaine du circuit intégré, mais qui développe aussi des cartes, des circuits imprimés. Donc ça, pour toute l'industrie, que ce soit du médical, de la défense, de l'aéro, etc. Donc on intervient un petit peu dans tous les domaines. Ce qui est très important, c'est un accélérateur d'innovation, que ce soit pour le circuit ou pour le circuit imprimé, circuit intégré ou circuit imprimé. L'intégration, la personnalisation de votre développement est un facteur naturel d'innovation. L'intégration qui va permettre de moins consommer, l'intégration qui va permettre d'être plus fiable parce qu'on aura moins de composants sur la carte, l'intégration qui permet aussi de sécuriser son développement si on a un design particulier et qu'on veut protéger notre savoir-faire. Un très bon moyen, c'est l'intégration, puisqu'à ce moment-là, on enterre le schéma dans le chip. Bref, tous ces éléments-là sont des éléments qui contribuent à l'innovation générale de la carte. Donc, dans l'électronique, il y a les deux secteurs d'innovation. Il y a l'innovation et l'intégration au niveau centre carte électronique. D'accord. Donc là, ça va être de réunir sur un même circuit imprimé un ensemble de circuits ou de solutions pour réduire le nombre de circuits qui seront, enfin de cartes qui seront utilisées. Ça, c'est le centre de design. Et quand on va encore plus loin, associé, alors il y a plusieurs raisons et plusieurs facteurs qui vont vous pousser à développer votre propre circuit intégré, votre ASIC. ASIC, c'est Application Spécifique Integrated Circuits. Donc, votre propre circuit, ça sera pour des besoins, parce qu'on a des grosses quantités, parce qu'on a des choses vraiment à protéger, parce que aussi les circuits sur étagère chez les fabricants n'existent pas.
ça arrive. Donc, il faut développer notre propre circuit. Bref, on peut aller vers le développement du circuit intégré. Alors, sur les cartes électroniques, on a plusieurs fabricants de circuits imprimés à travers la France. Chacun a sa particularité. Il y en a beaucoup qui sont spécialisés dans l'aéro, qui fonctionnent déjà pour des clients comme Airbus, comme Dassault, etc. Donc, qui sont qualifiés et qui peuvent être utilisés pour des développements spécifiques dans du drone de taille importante, ou même quel que soit le drone, mais qui sera qualifié aéro. Toutes les tailles disponibles. On a différents designers qui sont aussi capables d'aider le client à développer sa carte. Donc, encore une fois, l'innovation, c'est vous qui la faites. Des sociétés de services comme nous, on va vous aider à porter cette innovation, à intégrer cette innovation, mais on ne fera pas l'innovation pour vous. On va vous permettre d'accélérer votre innovation et de l'intégrer. Donc ça, c'est pour les circuits intégrés. On a ensuite le fabricant de circuits imprimés. Ensuite, il y a l'assemblage des composants sur le circuit imprimé. Pareil. On a encore en France une industrie et des fabricants, on appelle ça des assembleurs qui sont un peu partout dans différentes régions, que ce soit près de Bordeaux, près de Grenoble, en région parisienne, dans l'ouest ou dans le nord, qui font des assemblages de composants dans différents types, simple refusion, double refusion, qui savent intégrer des composants et des circuits intégrés de plus en plus denses, de plus en plus gros. Donc, cela aussi, on a cette filière qui existe pour faire des produits 100% français. On a bien souvent des demandes pour du développement qui doit rester, alors, de temps en temps, quand c'est pour la défense, on le comprend, mais qui souhaitent rester en France. Donc, à ce moment-là, on va rester avec des assembleurs, des fabricants de PCB ou des assembleurs qui seront en France. On en trouvera partout ailleurs en Europe, et évidemment, le plus grosse partie, vous l'imaginez bien, c'est en Chine, avec un service rapide, pas cher, mais voilà, chaque chose a son inconvénient. Moins de sécurité sur le design que vous confiez à quelqu'un à l'autre bout et on ne sait pas comment il sera protégé. Donc voilà pour le circuit imprimé. Donc le circuit imprimé comme le circuit intégré obéissent à peu près à la même règle générale, avec un avant-projet ou une préétude qui est très importante, puisque c'est ce qui conditionne en fait le développement. C'est dans cette phase-là qu'on va se dire, OK, c'est faisable ou pas faisable. Et si c'est faisable avec quelles conditions économiques? C'est-à-dire quel est le montant d'investissement? Évidemment, dans un circuit imprimé qu'on va faire fabriquer, il y a des investissements, il y a des outillages à payer, quelques milliers d'euros, pour avoir son propre circuit imprimé. En circuit intégré, c'est pareil. On a aussi un investissement à faire, des masques à payer. Ce n'est pas des milliers d'euros, là, c'est plutôt des centaines de milliers d'euros, jusqu'à plusieurs millions, en fonction du type de technologie qui est choisie et du type de briques de base qu'on veut intégrer dans ce circuit intégré. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut voir avant le développement et qui vont conditionner le prix du composant en production de série. Donc voilà, c'est un écosystème, c'est un monde particulier. Quand vous confiez le développement d'un circuit imprimé, mais surtout d'un circuit intégré à un partenaire, ce partenaire, il se doit lui-même d'être connu et d'avoir des partenaires fonderies. La fonderie, c'est l'usine. C'est elle qui va fabriquer le circuit intégré. Donc, le premier d'entre eux, c'est TSMC qui a 70% du marché, qui est basé à Taïwan, qui a aussi des usines en fabrication aux US et ailleurs, mais c'est principalement à Taïwan. On a la chance en France d'avoir 2 usines qui sont basées en France et qui font de la fonderie, donc qui font des circuits intégrés en France. C'est X-Fab, qui est basé en région parisienne, en bordure de l'autoroute A6 en sortant de Paris, et ST à Grenoble, qui est une usine franco-italienne, mais qui est en tout cas européenne, et qui a une fonderie qui est basée en France. Et donc là, ce sont des technologies, des gravures hyper fines, donc on arrive à du nanomètre, aujourd'hui de finesse de gravure, des wafers, donc des plaques sur lesquelles sont répétés le même motif de 12 pouces, donc de la production
qui est plutôt faite pour du gros volume. Hein, vous imaginez du téléphone portable, etc. Mais on a aussi une possibilité de faire des petits volumes quand il s'agit de développement spécifique. Voilà. Ensuite, des partenaires industrialisation, parce que il faut tester, il faut packager ces petites puces. Et puis, le plus important, en tout cas en coût, ce sont les partenaires, les outils qui permettent de vous aider à développer ce circuit intégré. Donc voilà. Donc, quand un centre de design comme EasyIC, c'est un centre qui a développé des partenariats, qui dispose des outils, qui sait où faire fabriquer ces circuits et qui va rentrer ensuite, il y a environ 90 personnes, avec un certain nombre d'experts qui, au moment où le projet lui est confié, va le challenger et va en discuter et donner un résultat de préétude pour dire si effectivement c'est une intégration qui est faisable ou pas. Économiquement, je dis bien. Ça peut être aussi infaisable techniquement, mais c'est plus rare. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'innovation et l'intégration circuit imprimé, circuit intégré. C'est des phases importantes quand on parle du drone. Bien entendu, il y a plein d'autres domaines d'innovation. Vous allez en voir par la suite. On a de l'innovation dans toutes les autres briques du drone. Et c'est ça qui est d'ailleurs intéressant dans le drone, c'est que c'est un assemblage de pratiquement tous les problèmes techno qu'on peut rencontrer dans les différentes matières, hein, entre le refroidissement des moteurs, entre la transmission du signal entre le drone et le sol, etc. Enfin bref, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de secteurs d'innovation. J'ai voulu vous présenter au moins ce soir l'innovation en termes d'intégration du circuit imprimé, mais surtout du circuit intégré. Et surtout, n'hésitez pas à me solliciter ou à me contacter si vous pensez que vous avez un projet qui serait intéressant et on pourra toujours le voir ensemble. Merci, voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Francis. Donc, on retient EasyIC pour tout ce qui est production de circuits intégrés. Bienvenue à Marc Pavageau, fondateur de Lifeline, qui va nous présenter les solutions qu'il a mis en place et à quels besoins permettent de répondre ces innovations. Marc, bienvenue à toi. Merci. Bonjour à tous. Le temps de trouver la bonne fenêtre. Donc, en attendant, on est passé là du tout petit, du nano, grâce à Francis. Là, on va passer au contraire sur l'usage, hein, l'usage du drone. Hein. Et en fait, toute cette technologie, cette innovation, ça sert à quoi? Et là, nous sommes spécialisés dans le domaine de la santé. Et là, le drone est vraiment une innovation majeure, puisqu'il faut maîtriser le temps, il faut maîtriser l'espace, et on transporte des produits à très haute valeur ajoutée. Une poche de chimio, c'est 8-10 000 euros, hein, donc il y a à peu près où est-ce que nous en sommes, et surtout du temps. Si on gagne 1 heure pour livrer une poche de sang, alors qu'on est en urgence, vous voyez tout de suite des conséquences. Et je vais un peu parler de ces conséquences d'usage de ces drones. Le domaine de la santé, autant livrer un hamburger qu'on a beaucoup parlé il y a quelques années par drone, on se doute que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais là, transporter des produits aussi sensibles sur des distances relativement grandes, puisque le domaine médical est organisé aussi par groupement, on appelle ça des GHT, groupements hospitaliers du territoire. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs hôpitaux pas très loin des uns des autres, au niveau d'un département, ils se disent comment avoir une synergie avec la pharmacie, les laboratoires, ce qu'a fait l'industrie il y a 30 ans, hein, il n'y a rien de très original dans tout ça. Donc la grande tendance, c'est centraliser les plateaux techniques, donc grosse pharmacie centrale, gros laboratoire d'analyse, centre du sang, et au contraire, délivrer le plus proche possible du patient, avec l'hospitalisation à domicile, hein, que le patient se déplace au moins possible. Et quand on dit centraliser le plateau technique et décentraliser les soins, on voit tout de suite que la logistique devient absolument essentielle pour avoir une médecine personnalisée, proche des patients,
avec le grand thème du désert médicaux et de l'égalité pour tous. Donc c'est ça qui est très touchant dans ce qu'on fait, c'est qu'il y a vraiment une dimension politique dans le sens noble du terme, et une dimension aménagement du territoire. Si on voit là sur ce slide, si j'en reviens vraiment à l'hôpital lui-même, entre nous, je vous conseille de ne pas être malade, hein, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Je fréquente pas mal les hôpitaux et c'est quand même assez surprenant ce qu'on peut y voir. Là, je donne quelques exemples. Hein. Donc, quand il n'y a pas de coursier intérieur d'un hôpital, c'est une soignante, une infirmière qui se déplace. Il y a des problèmes d'absentéisme. On arrive même à une erreur par jour et par patient. C'est un professeur du Collège de France qui dit ça d'une erreur mineure, évidemment. Et tout ça a des coûts absolument énormes. Ça, donc, il y a cette logistique à l'intérieur d'un établissement, mais aussi inter-établissement. Donc, si on voit le slide suivant, je vais passer celui-là, je vais aller un peu plus vite. Donc, en fait, l'idée, c'est le temps patient, le temps soignant, comment une infirmière peut être au pied du patient, comment le pharmacien peut vraiment s'occuper de pharmacie et passe son temps à passer les coups de fil. Merci, le slide suivant. Et donc, du coup, la solution globale qu'on a imaginée, c'est toujours une appli, un type Uber Eats, un robot à l'intérieur de l'établissement. Donc, c'est un drone roulant, en fait, un robot. Hein. On prend d'autres termes, mais c'est ça qui est intéressant, c'est cette multiplicité des drones. Une boîte pour suivre RFID, qu'on suive bien la traçabilité, et surtout le drone, qui va pouvoir aller comme ça d'un site à l'autre directement. Avec, évidemment, l'idée, c'est qu'il y ait une chaîne entièrement automatique de drones robots pour que quand une infirmière, par exemple, demande un produit particulier, même si le produit vient de 40 ou 50 km, toute la chaîne soit entièrement automatisée. Donc, on voit tout de suite le slide suivant. Voilà, donc ça, c'est le suivant. Ok, ça, c'est le robot. Et le suivant. Pour parler vraiment sur la partie drone qui vous intéresse. Et les drones, du coup, que nous avons choisis, ce sont des drones à voilure fixe. C'est très bien que de l'air va développer plus profondément les avantages de ces eVTOL. C'est que nous sommes souvent des distances entre 50 et 100 km, voire plus. Des poids relativement légers, hein, puisqu'on est sur du 2-3 kg à peu près, hein, d'un volume assez facile. Et l'idée, c'est que la différence de cette photo, que c'est une infirmière qui vient charger le drone, ben, ce soit entièrement automatique, que ce soit le robot qui vienne, qui charge du robot vers le drone, et que toute la chaîne soit comme ça entièrement automatique. Si on voit le slide suivant. Donc, sur les impacts, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure sur les impacts santé, on se rend bien compte de la qualité de santé qu'il peut y avoir. Hein. L'impact environnemental, bon, peut-être là nous sommes dans un public de drones, hein, mais remplacer une voiture de 2 tonnes par un drone de 20 kg, bon, pas besoin de faire des gros calculs. Et cet exemple n'est pas neutre, hein, quand on est en une urgence médicale, par exemple, un samedi soir, ben, il faut amener une poche de sang et le dépôt de sang de l'EFS est à 20-30 km. Ben, il y a une voiture qui a pour amener les 450 grammes de poche de sang qui va faire 2 fois 40 km pour amener cette poche de sang. Et ce n'est pas un exemple exceptionnel, hein, c'est souvent ce genre de cas. Donc on se dit qu'en effet, c'est quand même tout ça une aberration. Hein. Donc l'environnemental et puis le côté sociétal dont j'ai parlé en introduction, hein, sur cette. Et je crois que c'est vraiment, nous on a vraiment beaucoup de plaisir là-dessus de dire que toute cette technologie, ces innovations, ben, ça sert vraiment pour mieux soigner, tâcher de mieux nous soigner nous-mêmes. Tu peux passer le slide suivant, là, tu peux passer les 3 là. Là, donc on est en multimodal. Là aussi c'est un point important multimodal. Hein, quand on raisonne vraiment de main à main, il faut que ça puisse marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et comme on sait, que les drones, s'il pleut, s'il y a des tempêtes, ça ne tourne pas. Donc, c'est important dans l'organisation de tout de suite imaginer qu'est-ce qui se passe quand le drone ne vole pas. Et il faut que ça puisse être totalement transparent. Donc, c'est fait des points organisationnels qui ne sont pas piqués des verres, hein, qui sont assez passionnants. Le suivant. Donc voilà, donc là c'est le principe. Hein, il y a l'appli qui permet à chaque personne de réserver le produit ou le transport. Là, dans ce cas-là, c'est un transport de prélèvement. On le met dans une boîte avec suivi RFID. Hein, cette boîte qui peut être avec aussi contrôle de température, de vibration, d'accélération.
on le met dans le drone. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le destinataire est prévenu en permanence, hein, où on en est de sa livraison. Hein. On est habitué avec Amazon de ce genre de choses, mais dans le domaine de la santé, c'est une révolution, hein, de faire ce genre de choses. Le monsieur, bon, c'est côté multimodal, hein, on va passer rapidement. Voilà. Juste un petit peu de techno, mais je vais m'arrêter là et on va arrêter cette présentation-là. L'air de rien, c'est quand même assez compliqué. Tout à l'heure, on prenait l'exemple de l'iceberg, hein, ben c'est ça, hein, pour que ce soit très user-friendly, il faut une sacrée techno derrière, tout un système d'ordonnancement, de suivi des temps, une intelligence artificielle embarquée. Pour pouvoir gérer les multi-supports, le drone étant un des éléments des flux, entre autres pour venir au classique de la voiture. Hein, il y a toujours un peu de voiture en complément de tout ça. Voilà, je vois une question, hein, sur des tests, hein, en effet. Hein, donc on est en cours d'expérimentation avec les hôpitaux ou les laboratoires d'analyse. Hein, on voit que là aussi, ils ont des grands besoins de ce type-là. Et on voit que l'enjeu, bon, si on a le temps, il y a une petite vidéo que je vous propose de voir. Mais ce qui me semble vraiment très intéressant, tout à l'heure, on a fait l'introduction sur l'innovation. Comme vous savez, l'innovation, on en rêve, personne ne bouge. Et puis, quand soudainement on commence à l'utiliser, c'est une évidence. Tout ça, c'est quand même assez long. Donc, ces projets sont longs. Et la santé, on connaît la réglementation des drones, qui sont toujours des freins. Et vous rajoutez en plus la réglementation de la santé, vous rajoutez en plus toute cette administration, je crois qu'on peut le dire, tout le monde est bien d'accord, ce qui fait que les projets sont passionnants, que les utilisateurs sont très demandeurs. Par contre, les projets sont d'une longueur vraiment toute particulière. Donc, si on a le temps, Jérôme, si tu veux envoyer, voilà. Si tu peux diminuer le son, comme ça je ferai le commentaire. Là, c'est un POC que nous avons fait déjà il y a 2 ans avec l'hôpital de Troyes, parce que c'est plutôt en zone rurale. Et là, c'était à partir de l'hôpital de Brienne-le-Château d'envoyer des prélèvements. Donc, encore dans la nature, c'est une infirmière, hein, on est sur Brienne-le-Château. Peut-être diminuer le son, si... Voilà, très, très bien. Vous voyez vraiment la simplicité de mise en œuvre. Et derrière tout ça, l'idée, c'est que ce soit entièrement autonome. Tout à l'heure, on a parlé de l'autopilote. Hein, c'est ça qui est le but. Hein. Donc, dans ce cas, on voit que c'est l'infirmière qui va mettre le produit dans le drone. On va le voir tout à l'heure que notre vision aujourd'hui, c'est que ce soit vraiment un robot qui fasse ça. Donc là, c'est l'arrivée à Troyes, le laboratoire d'analyse. Et on voit qu'en permanence, hein, chacun est informé des différentes phases. Là, c'est une version d'il y a 2 ans. Hein. Notre robot a quand même beaucoup changé depuis. Et le système de transfert qu'on voit là, c'était le plaisir du POC. On a quand même pas mal évolué dans notre conception pour que ce soit complètement automatisé, protégé. Et c'est là où c'est intéressant de ce couplage de ces 2 formes de drones, drone roulant et drone volant, qui donnent vraiment une complémentarité et un usage, une fiabilité. C'est ça que maîtriser le temps, maîtriser l'espace, c'est vraiment essentiel. Voilà, si ça vous va, ou après il y a un petit bout, mais on peut s'arrêter là. Super Marc, merci, merci pour tes explications et pour cette vidéo. On voit bien que les hautbois sont hyper dynamiques dans l'innovation drone. Donc merci de leur participation aussi. Maintenant, accueillons Aurélien Tricot, fondateur de la société Inanix. Voilà Aurélien, oui. Tu peux prendre le partage d'écran. Donc, bonjour à tous, donc Aurélien Tricot, je suis le fondateur et président d'Inanix. Inanix, qui est une société de conception de drones sur mesure pour des besoins bien spécifiques. Donc, j'ai commencé par un bref historique. J'ai créé cette société tout d'abord sous l'appellation Dronautique en 2018. Et jusqu'à aujourd'hui, on a conçu 2 drones que je vais vous présenter par la suite. Et bien qu'ils soient très différents, je vais essayer de vous amener sur les points communs en fait, qui nous ont permis de développer ces 2 drones en plus ou moins 4-5 ans.
Donc, on a commencé par le drone NG en 2019, donc drone NG qui est un drone de reconnaissance de scène de crime, et le drone VOR, là, plus récemment, il y a environ 1 an et demi, qui est un drone à destination de la course au large pour ramener des images médiatiques des bateaux quand ils sont au large. Donc, tout d'abord, l'ambition de Dynanix, et je rejoins Marc comme précédemment dans sa présentation, l'ambition de Dynanix, c'est de simplifier l'utilisation des drones. Alors, on y croit beaucoup, on pense qu'en une bonne partie, le drone ne se développe pas assez par sa complexité. Et donc, on vise la simplification par la spécialisation dans les usages notamment, l'automatisation aussi, et l'intégration des drones l'intégration des drones tout court, des charges utiles, mais aussi l'intégration des drones dans les systèmes d'information, typiquement les systèmes d'information des clients. Donc, je vous parlais tout de suite donc, des 2 drones qu'on a conçus. Donc, le drone NG, donc, qui est en haut à gauche de votre écran, et le drone VOR qui est en bas à droite. Donc des drones, comme vous pouvez le voir, qui semblent assez différents et qui pour autant partagent de nombreux points communs. Alors le drone NG, je vais vous lancer la vidéo. Donc le drone NG, comme je vous le disais, c'est un drone de reconnaissance de scène de crime. Le cahier des charges tenait en 2 ou 3 lignes. Hein. C'était un drone qui soit capable de rentrer dans une scène de crime sans ce que les techniciens de scène de crime appellent la polluer, c'est-à-dire sans qu'il puisse déplacer d'indices qui soient au sol. Donc, c'est un drone qu'on a conçu donc, avec un ballon d'hélium qui permet d'assurer la portance en fait, du drone. Et du coup, on ne se sert plus des moteurs du drone pour monter, mais pour descendre. Ainsi, on a un flux d'air qui est dirigé vers le haut et on ne pollue pas la scène de crime. Actuellement, avec ce drone, on est capable de descendre à une dizaine de centimètres d'une table avec des billes de polystyrène sans les faire bouger. Donc, c'est un drone qui est très silencieux et aussi très discret, quoi. J'essaye de passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, c'est un drone qui est tout petit. Hein. Il y avait une grosse problématique de poids, sans jeu de mots. C'est un drone qui permet de filmer avec une caméra fisheye à 180 degrés, qui permet de produire derrière des vidéos immersives. Donc, tous les flux sont cryptés et il y a environ 30 minutes d'autonomie. On a ainsi, pour simplifier encore une fois l'usage, développé une interface spécifique utilisateur qui se base sur des lunettes de réalité virtuelle. Et ça a été développé donc, en partenariat avec l'IRCGN, qui est l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Autre drone, alors là, qui pour le coup, en termes d'usage, n'a rien à voir, c'est le drone VOR. Donc le drone VOR, qui est un jeu de mots avec Donvor, qui vient du breton Donvor, qui est au large, en fait, en breton. Et qui est un drone étanche, flottant, sécurisé et surtout entièrement automatisé. Donc c'est un drone qui est à destination du nautisme et plus particulièrement de la course au large, puisque je ne sais pas si certains d'entre vous suivent un petit peu les étapes de la route du Rhum, enfin la route du Rhum ou le Vendée Globe, des courses comme ça. Mais on a assez peu d'images des bateaux quand ils sont au large. Donc l'objectif de ce drone, c'est de ramener ces images pour les médias. Sachant que les skippers sont bien sûr absolument pas des pilotes de drone et qu'ils ont autre chose à faire que de piloter un drone pendant qu'ils le régatent. Donc on a conçu un drone qui est encore une fois simple à utiliser. Alors simple à utiliser parce qu'il est entièrement automatique, du décollage à la phase de film et l'atterrissage qui est automatisé dans un filet muni d'une cible. Donc les cibles qui sont des cibles assez standards aujourd'hui dans le monde du drone, bien que celle-là on l'a un petit peu modifiée. Et simple à utiliser aussi pour la partie programmation, c'est-à-dire qu'on a redéveloppé toute une interface, là aussi à travers une appli mobile, pour programmer la mission, mais non plus programmer la mission comme on le fait à travers nos applis standards qui permettent de programmer des waypoints géographiques. Là, toute la mission se programme en mode suivi du bateau. Donc, ces 2 drones sont encore en phase de prototypage. On va passer en expérimentation là, au 2e trimestre sur le drone NG et certainement sur le 3e trimestre, 2e, 3e trimestre sur le drone VOR. Mais ce que je voulais là où je voulais vous emmener, c'est le point commun en fait de drones qui sont si différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise pour développer nos drones
plateforme logicielle. Alors, c'est un framework, ce qu'on appelle dans notre jargon d'informaticien des frameworks logiciels. C'est en fait un ensemble de briques technologiques et de fonctionnalités qu'on a intégrées dans nos logiciels et à destination des drones. C'est-à-dire que plus prosaïquement, c'est une solution qui nous permet d'interconnecter les drones entre eux, leur charge utile, et d'automatiser les traitements. C'est-à-dire qu'on peut effectuer des traitements en fonction des paramètres montés par le drone ou des paramètres montés par les charges utiles et d'automatiser derrière soit du calcul de trajectoire ou des tâches particulières. Donc, comme je vous disais, donc, principale fonction, donc, gestion multi-drone, on peut l'intégrer dans le drone ou sur des serveurs, des transferts de données cryptées avec des interfaces extérieures. Nombreuses charges utiles à prendre en compte et prises en compte, et des algorithmes, donc des algorithmes d'interprétation des données un petit peu classiques et des algorithmes un petit peu plus avancés par exemple sur des calculs de trajectoire, du suivi visuel ou encore une fois de l'automatisation des tâches. Donc tout ça, hein, c'est pour, encore une fois, c'est pour simplifier l'usage des drones qu'on l'a développé. C'est-à-dire que ça nous permet d'automatiser, donc une tâche qui est automatique, forcément, elle est simple pour l'utilisateur. Ça nous permet aussi de développer des interfaces utilisateurs spécifiques. Je vais vous en montrer quelques-unes après. Et d'intégrer les drones dans des systèmes d'information potentiellement du client. Donc, je vous parlais d'interfaces spécifiques pour les clients, en fait, pour les utilisateurs. Nous pensons que c'est un des enjeux majeurs, c'est-à-dire que l'utilisateur, en général, il prend un drone pour un usage, enfin, certains utilisateurs du moins, et ils n'ont pas envie d'avoir une multitude de boutons à la cockpit de Boeing 747. Donc, on simplifie les interfaces, et ça, c'est permis grâce justement à notre logiciel qui nous permet d'exposer en fait les données du drone de manière plus simple. Donc, on simplifie les interfaces. Donc, vous avez par exemple ici l'interface de téléphone mobile pour le DroneVor et en dessous l'interface pour le drone NG. Donc, ces deux interfaces sont en fait basées sur les mêmes briques techno, même si derrière leur look and feel sont complètement différents. Et à côté de ça, notre logiciel nous permet aussi, par exemple, de participer à un challenge de l'armée qui, lui, permet de mettre en avant toutes les fonctionnalités de notre plateforme, où on développe majoritairement deux écrans, hein, donc un écran de cartographique et un écran utilisateur, où on ne retrouve que les boutons, c'est les écrans qui sont sur la gauche de l'écran, que les boutons qui vont intéresser réellement l'utilisateur final pour cette mission. Alors, ce challenge, c'est le challenge COMA, je ne sais pas s'il y a d'autres entreprises ici qui y participent. Et nous, on a choisi cette architecture, en fait, où notre plateforme permet de mettre en réseau 5 drones. Bon, 5 drones cette année, c'était 7 l'année dernière, avec des réseaux différents, enfin des liaisons radio différentes. Donc, on a 3 drones aériens, 2 drones terrestres, le tout commandé, en fait, par un serveur à travers notre plateforme logicielle. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je pense avoir été à peu près dans les temps. Ouais. Super Aurélien, nickel, merci beaucoup. Très intéressant. Retenez Inanix et vous pouvez contacter Aurélien Tricot si vous avez des questions. Pareil, si ça vous vient par la suite, n'hésitez pas à poster votre question dans le chat et les intervenants répondront directement par écrit. Voilà, maintenant passons à Johan Garin, fondateur de Area Solutions, et on va analyser un peu plus le travail qui peut être réalisé sous serre avec les drones. Allez, à toi, Johan. Parfait. Et bien pour le coup, Area Solutions, l'IA du drone au service des pépinières. Donc, pour vous faire une rapide présentation de Area Solutions, pour vous présenter qui nous sommes. On est spécialisé dans le drone agricole, à travers des drones autonomes d'extérieur, des drones multimissions, tout ce qui est pendage, blanchiment, semis, et des formations de télépilotes au service des agriculteurs, de l'analyse d'IA pour le suivi des cultures, et en ce qui nous concerne sur ce webinaire, les drones autonomes d'intérieur.
en 100% automatique. Alors, pour vous présenter un petit peu le contexte des agro-industriels dans le monde agricole, c'est produire en masse avec peu de personnel, un besoin de qualité dans la production, notamment sur la production médicinale, où ils ont un besoin d'avoir une régularité dans la production, une estimation précise de la production, la détection précoce de maladies, pour éviter de l'épandage de masse sur les cultures. Un espace au sol, je vais vous montrer des petites photos tout à l'heure, qui est tellement optimisé, c'est qu'il n'y a plus d'espace pour pouvoir circuler dans la serre. Et également un espace aérien qui est encombré, d'où la difficulté d'installer des caméras, avec tout le système d'arrosage ou de chauffage qui est dans la serre. Voici quelques exemples de serres que nous pouvons rencontrer, donc avec des systèmes de plateaux automatiques sur votre droite. Donc la serre est entièrement couverte, donc celle-ci c'est une serre qui fait 1 hectare où les plateaux se déplacent de façon automatique et autonome. Et les agronomes n'ont aucune possibilité de se déplacer pour voir les plateaux au milieu de leur serre. Donc, ils ne voient qu'à la fin l'état de la culture, donc, ce qui est relativement embêtant. Et ensuite, 2 autres serres où on est sur des pépinières de maraîchères, donc qui produisent les jeunes plants de salade, où après on peut se régaler une fois qu'elles ont été replantées en champ ou sous serre. Donc, c'est des petites cagettes, comme vous pouvez le constater, qui font à peu près 50 cm par 30 cm, étalées sur un couloir de 200 mètres par 9 mètres de largeur. Et où là, l'agronome a un besoin de comptage de l'ensemble de ces cagettes pour savoir combien dans chaque petite alvéole de salades ont poussé, ou de plants de tomates, ou de plants de choux. On est dans la pépinière de maraîchère. Et donc à l'heure actuelle, ils se déplacent en marchant sur les côtés rouges des cagettes, avec un risque de blessure très fréquent. Et ensuite, ils font surtout de l'échantillonnage, donc ils ont une vision partielle de la quantité produite. Et donc sur la photo d'en bas, vous pouvez voir aussi que le système d'arrosage automatique encombre l'espace. Donc voilà, ça c'est les problématiques, et c'est l'état de serre, on va dire, les plus high-tech qu'on peut rencontrer. Après, il y en a d'autres où c'est aussi un capharnaüm. Pour l'instant, on s'est concentré sur la culture au sol. La culture verticale arrive dans les roadmaps. Donc voilà, l'idée du développement d'un drone autonome, c'est qu'il se recharge tout seul et qu'il se déplace tout seul dans la serre. Et ensuite, il y a une reconstitution complète des photos en orthophotomosaïque, et après une analyse d'image par intelligence artificielle, pardon. Tout dépend de la culture qu'on souhaite analyser, puisque pour le coup, dans l'intelligence artificielle, il y a plusieurs entreprises qui sont expertes là-dedans, donc on fait appel à ces sociétés-là pour vraiment aller chercher ce dont l'agronome a besoin, et pas, il n'existe pas à l'heure actuelle une IA qui fait tout et qui peut tout analyser en termes de culture. Donc là, je vais vous présenter la solution en vol autonome avec une explication. Alors là, c'est vraiment en mode POC démonstration. Le drone, on est sur des chrysanthèmes de mémoire. Donc aussi, on peut analyser le diamètre des plans. Donc pour le coup, la navigation, elle se fait en full autonomie et sans GPS. Donc avec les QR codes qui sont basés sur les poteaux. Et le drone, après, se déplace dans la serre en fonction de la demande qui a été faite par l'agronome, s'il veut analyser une portion de la chapelle ou l'entièreté de la serre et de la chapelle. Et il va faire donc un espèce de serpentin en automatique, et ensuite prise de photos toutes les microsecondes, et après reconstitution complète de l'image. Et ensuite, on va pouvoir analyser la vigueur de la plante, compter le diamètre, le développement foliaire, et ensuite avoir des prédictions de rendement, ce qui permet un gain
conséquent pour l'agroalimentaire, dans le sens où, avec les échantillonnages, en gros, sur une surface de 200 mètres, ils vont aller calculer une vingtaine de caisses extrapolées sur la superficie, mais à un risque d'erreur non négligeable. Et donc, à l'heure actuelle, en fait, ils fournissent des plans gratuits, dans le doute, si certaines plantes n'ont pas poussé. Donc, le drone là, permet d'avoir un comptage précis et d'avoir une analyse fine de l'état végétatif et du végétal dans la serre. Alors, pour le coup, il faut savoir qu'il y a une quinzaine de drones actuellement qui volent dans des serres un peu partout en Europe. Et après, on a une exportation au niveau mondial sur cette partie-là, avec des spécificités sur la culture à voler. Les essais vont être faits pour du vol en interrang sur des cultures verticales de tomates et de concombres, où là, il y a un autre degré d'expertise et d'innovation sur le vol avec l'encombrement vertical, et éviter qu'on fasse la tomate directement en ketchup. Heinz serait intéressé, mais bon, pour le coup, ce n'est pas l'objet de l'innovation. Donc là, voilà, pour le coup, c'est un vol qui dure une petite 4 minutes. On va accélérer pour le coup pour laisser un peu de temps à mes collègues et confrères de faire leur présentation. Et une fois que sa mission est terminée, il peut réatterrir donc à son point de décollage, sachant qu'on a aussi une partie dockstation qui lui permet de se recharger et donc d'avoir une full automatique et autonomie du drone, donc c'est-à-dire qu'il se déplace tout seul et il va se recharger tout seul. Donc là, dans ce schéma dans lequel on est sur un décollage et atterrissage en automatique, le vol en automatique, et ensuite la recharge. Là, dans ce cas-là, on vient changer la batterie. C'était pour l'expérimentation, mais une station de recharge est également présente pour le coup. Et une fois qu'on a fait, donc là c'est les photos des caissettes, on fait l'extrapolation et après l'analyse d'image permet de faire des cartographies précises sur chaque caisse et avoir un vrai marqueur sans faille. Donc là sur ce schéma-là, on voit que la partie centrale n'a pas germé, et donc on peut faire une extrapolation et avoir le pourcentage réel de ce qui a poussé, et ensuite l'agroalimentaire va pouvoir vendre au plus précis sa production. Et bien pour le coup, si vous avez besoin de contact, n'hésitez pas à venir nous contacter. Merci, Yoann. Area Solutions, on a bien vu les solutions de comptage, donc c'est super. Alors continuons avec Clément Roulet de la société AC qui va aussi nous montrer une autre approche du comptage par drone en indoor. À toi, Clément. Bien enchanté, je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation à la fédération. Donc, je suis ici pour vous parler de IC. Donc, IC, c'est une solution d'inventaire par drone en paletier intérieur. C'est précis. Donc, moi, je suis en charge des activités marketing et développement dans la société qui porte commercialement IC depuis un petit peu moins d'1 an. Mais je vais vous le raconter. L'histoire a démarré un petit peu avant ça. Donc ici, c'est né à l'intersection entre deux expertises. La première, bien sûr, c'est une expertise logicielle, donc Hardis Group, qui a l'ADN logistique, puisqu'ils sont éditeurs notamment de logiciels de gestion de stock, autrement appelé WMS, et Squadron System, qui, comme certaines sociétés drones qui sont présentes ici ce soir et qui présentent, conçoit des drones spéciaux dans le domaine de l'industrie, de la logistique et de la défense, lorsqu'il y a besoin de faire un développement spécifique. Puisqu'on ne va pas s'amuser à faire un développement spécifique à tout prix. C'est du temps, de l'argent, on ne bénéficie pas forcément des effets d'échelle des autres constructeurs. Donc l'idée, c'est de faire le moins souvent possible du sur-mesure. Donc voilà, ici, en tout cas, nécessite du sur-mesure pour différentes raisons. Premièrement, pour réaliser du vol automatique en environnement intérieur. Ça veut dire qu'il faut avoir d'autres capacités de perception de son environnement, de localisation, de navigation. Qu'aujourd'hui, c'est une solution donc, qui est utilisée sans joystick, avec une simple application Android. Et on peut le faire, puisqu'on n'est pas soumis à la réglementation
sur le vol des drones en environnement extérieur, car on n'interagit pas avec l'espace aérien. Vraiment un des bons avantages de l'environnement intérieur, et ce n'est pas Johan Garin qui me contredira. Et donc, on travaille exclusivement en paletier. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce terme, je vais vous montrer juste après une petite photo vidéo de paletier. Donc, le projet, il a démarré en 2014-2015, porté par Ardis, financé par Ardis, développé par Squadron System, cofinancé par Squadron System. Et il est arrivé dans une version commercialisable, en version certifiée CE, donc pour le marché européen, fin 2021. Et depuis, on a levé des fonds, on a créé une société dédiée qui s'appelle Darwin Drones. Et donc, on commercialise la solution en Europe pour les entrepôts logistiques d'une certaine taille, donc supérieur à 3000 emplacements palettes en rack, sachant qu'on va jusqu'à une centaine de milliers d'emplacements en palette, en rack. Voilà, donc c'est vraiment des entrepôts gigantesques. Dans certains, il y a des trains qui circulent à l'intérieur, du stockage jusqu'à 10-15 mètres de hauteur. Et voilà, ça donne vite le tournis, les volumes auxquels on peut avoir accès. Pour que vous ayez un petit ordre d'idée d'à quoi ressemble un paletier, voilà, typiquement un paletier, dont je peux vous montrer une photo, puisque c'est un centre de formation au métier de la logistique. Donc voilà, un paletier, des échelles, des lisses et du stockage en hauteur. Là, vous allez avoir 4 niveaux, mais dans certains sites, vous allez en avoir jusqu'à 6, 10 niveaux, comme je vous disais, jusqu'à 15 mètres environ. Et donc, voilà ce que ça donne, la solution en action. C'est vraiment, vous allez la voir tout à l'heure en version normale, en version non accélérée. Mais voilà, son rôle, c'est ça, c'est vraiment d'aller visiter des emplacements, vérifier ce qui se trouve à cet emplacement. Est-ce que l'emplacement est plein? Est-ce qu'il est vide? Quel code s'y trouve? Et est-ce que c'est un code que je recherche qui s'y trouve? Et à ce moment-là, je vais le lire et le conserver en mémoire. Je reviens tout d'abord un petit peu sur les composantes de la solution IC, parce que je vous dis que c'est une solution. Donc, il y a bien sûr le drone, donc tous les éléments matériels, en fait. Donc, ça veut dire le chargeur, les batteries, la valise, le drone, etc., etc. Il y a une partie extrêmement importante qui est bien sûr l'application de contrôle, l'application Android, qui peut être installée sur n'importe quelle tablette Android qui, on va dire, a les specs minimum. Cette application Android, c'est elle qui envoie les commandes au drone, donc il lui envoie ses ordres. C'est également elle qui va réceptionner les résultats qui sont scannés par le drone. Ça, on va dire, c'est plutôt la partie supervision. C'est le technicien qui va l'avoir sur la dalle, on dit, dans l'entrepôt, c'est le technicien, il va utiliser cette application. Et en amont et en aval de la mission, on va utiliser un système en cloud qui permet de générer une cartographie, c'est-à-dire gérer en fait quels sont les paletiers que j'ai dans mon entrepôt, quelles sont leurs dimensions, comment ils s'appellent, quelle est la codification des emplacements, pour pouvoir préparer les missions et derrière les rendre téléchargeables et exécutables par notre opérateur. Et bien sûr, on délivre aussi des services associés tels que la formation, la maintenance, le support. Donc quelque chose qu'il faut garder en tête vraiment, c'est par rapport à le processus traditionnel. Le processus traditionnel d'inventaire, c'est 2 personnes sur une nacelle, souvent appelée nacelle ciseau. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des choses qui vont monter en hauteur, qui vont surélever les personnes. Et donc, les personnes vont être équipées de scanettes de code barre et vont réaliser manuellement ces scans. Donc, elles sont 2 sur une nacelle. Et le drone, aujourd'hui, c'est un seul drone et une seule personne. Et la productivité, c'est 400 emplacements par heure en moyenne scannés, contre jusqu'à 100, on va dire, en moyenne, sur un processus manuel, donc avec 2 personnes. Donc l'enjeu, bien sûr, c'est non seulement d'avoir moins de personnes allouées à ces activités d'inventaire, mais aussi de pouvoir passer en fait sur de l'inventaire tournant. C'est-à-dire qu'au lieu d'interrompre l'activité et de faire son inventaire une fois par an à la fin de l'année, on va pouvoir le faire en proportionnel chaque mois, chaque semaine un petit peu, et donc ne plus avoir besoin de faire d'interruption d'activité. C'est vraiment une des valeurs principales qu'achètent nos clients aujourd'hui. Je vais vous montrer des petites vidéos qui vous expliquer comment fonctionne le drone. Donc ici, c'est donc la solution en 3D. Vous allez la voir derrière en action pour de vrai. Mais donc l'idée, c'est toujours d'augmenter la productivité des opérateurs, c'est-à-dire qu'on va leur donner un nouvel outil. On ne va pas les remplacer avec cette solution-là. Le drone, donc, il va lire tous les codes qui sont face à lui, 1D et 2D, sur toute la largeur, en un seul passage et sans avoir besoin de s'arrêter. Voilà pourquoi ça nécessitait un développement spécifique. Il détecte également les emplacements vides et les emplacements pleins. À l'avant de la machine, et je vais vous parler seulement de ces capteurs, je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert de tout ce qui se trouve dedans. À l'avant de cette machine, vous allez avoir 3 lecteurs de code à barre Zebra,
Zebra, c'est le leader mondial de l'acquisition des codes à barres. C'est la même chose que dans les caisses, c'est la même chose que les petites scanettes que vous pouvez voir dans les autres entrepôts logistiques. Il y a également une caméra et il y a bien sûr des ultrasons. Les ultrasons sont utilisés pour détecter les emplacements vides et pleins, mais aussi pour éviter de rentrer en contact avec le paletier et maintenir la bonne distance pour réaliser les scans. À l'intérieur, et petit clin d'œil par rapport au début de la présentation, on a du ST microélectronique, et donc on maîtrise notamment les éléments matériels jusqu'à l'électronique avec notre partenaire Squadron System. Bien sûr, il y a de la détection d'obstacles, on va pouvoir l'utiliser très simplement et importer et exporter les résultats dans la plupart des WMS et ERP du marché. Maintenant, comment ça marche en vrai et pas en 3D? En vrai et pas en 3D, donc là c'est dans notre entrepôt de test. Paletier bien rempli. Vous allez avoir tout le pack matériel qui est ici. Vous allez positionner une balise à l'entrée, qui comprend également le Wi-Fi, puisqu'on est en réseau local. Une balise à la sortie. Derrière, vous allez positionner le drone au début de sa mission. Mettre une batterie pleine, ça vaut mieux. L'allumer et lancer la mission. Il y aura une mission à peu près par face logistique. Ça veut dire que, par exemple, la face à gauche ici représente une mission, la face à droite ici une autre mission. Vous avez les éléments de préparation de la mission, etc., etc. Puis, on va se concentrer ici. En une pression, un bouton, vous décollez. Et donc, derrière, le drone va commencer à réaliser sa mission. Les boutons sont vraiment très simples. Il y a très peu de choses à faire. Lorsque la mission est bien paramétrée, lorsqu'on commence à avoir un bon effet d'expérience dans le dépôt, les clients ne vont quasiment plus toucher à la tablette. On fournit 7 batteries pour pouvoir l'utiliser pendant 2 heures, parce que c'est le cas d'usage typique de la solution. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il passe devant plein de codes, mais il va récupérer seulement celui qui l'intéresse, celui qui commence dans ce cas-là par 000. On va également détecter les emplacements vides. Vous voyez ici, je constate que je n'ai pas scanné de code, qu'en même temps, mes ultrasons n'ont pas vu de palette, et donc à ce moment-là, je déduis un emplacement vide. Et plein de fonctions additionnelles. Je ne vais pas tout vous montrer, sinon je vais déborder complètement le timing. Donc voilà comment ça fonctionne. Y compris les fonctionnalités, lecture des codes barres 1D, 2D, détection des vides et des pleins. On peut réaliser son inventaire en aveugle ou en attendu. Ça veut dire qu'on peut injecter dans sa mission l'état des stocks attendus et le drone va vérifier les écarts par rapport aux stocks attendus. Donc ça veut dire que vous allez seulement avoir des rouges sur les endroits où il y a eu un écart par rapport à ce qui était dans le WMS. Vous allez bien sûr détecter les obstacles, prendre des photos de chaque emplacement, vide ou plein, une ou plusieurs, peu importe, c'est paramétrable. Et donc tout ça, c'est automatique, c'est-à-dire sans avoir un brevet de télépilote et sans ajout ou modification de l'infrastructure de l'entrepôt, qui sont vraiment les éléments essentiels dans le développement de cette solution. Ça, c'est ce que vous pouvez voir donc, de la cabine, j'allais dire, du poste de pilotage pendant la mission. Le drone sait où il est, il sait ce qu'il exécute. Donc ça ne fonctionne pas dans tous les entrepôts encore. Il y en a 180 000 à peu près dans le monde, donc c'est pas grave, on peut s'en satisfaire avec moins de 180 000. En tout cas, ceux avec du paletier, ça fonctionne, qui ont du code barre 1D, 2D, une température supérieure à 0 degré, c'est-à-dire qu'on ne va pas encore être dans le grand froid, même s'il y a beaucoup d'attentes. Une largeur d'allée minimum de 180 cm et jusqu'à 15 mètres de haut. Grosso modo, la plupart des entrepôts, en tout cas sur la partie réserve, paletier. Et donc, c'est vraiment idéal pour l'inventaire tournant versus l'inventaire fiscal annuel. Les enjeux, donc on peut monter jusqu'à 800 emplacements par heure sur des dépôts qui ont des petits emplacements, etc., etc. Sinon, on va être en moyenne sur 400 à peu près. Mais dans tous les cas, c'est des gains très importants, surtout des gains en termes de sécurité, moins de ressources employées. Ça permet, comme je vous le disais, de ne plus interrompre l'activité des entrepôts pour réaliser les inventaires. Et petite anecdote, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très apprécié par les opérateurs, puisque entre passer des heures et des heures à scanner manuellement des codes sur une nacelle, bah là finalement je deviens un superviseur drone, et donc c'est clairement aussi valorisé dans mon emploi. On a beaucoup de clients, on est très heureux, ils nous soutiennent certains depuis notre phase de bêta test. Mais donc voilà, l'enjeu aujourd'hui, c'est de doubler notre base de clients sur cette année 2023. Et donc, je vous invite à nous suivre pour en savoir un petit peu plus par rapport à tout ça. On fonctionne en modèle à l'achat ou en modèle de leasing complet. Voilà. Et on fait également des offres de projets pilotes. Donc n'hésitez pas, en tout cas, vous avez mes coordonnées juste ici. Et si vous voulez tester l'éligibilité de votre entrepôt ou d'un de vos clients qui a un entrepôt, vous pouvez le faire via ce petit lien juste ici.
Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Clément. Société IC spécialisée dans l'inventaire par drone en intérieur. Alors maintenant, retournons en extérieur sur la longue élongation avec les voilures fixes de chez Delair. Donc accueillons Stéphane Douce pour nous présenter l'évolution depuis maintenant de nombreuses années de la société Delair. À toi, Stéphane. Ok. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphane Douce, je suis le responsable marketing de Delair. Alors, peut-être tout d'abord, juste quelques mots sur la société, donc sur la slide suivante. Donc, la société Delair existe depuis 2011, donc 12 ans d'existence. Nous concevons et nous fabriquons donc des drones à destination des professionnels, alors notamment à voile fixe. Pour la petite histoire, en 2012, on a été la première société à obtenir la certification en rue par la DGAC. C'était pour un drone de moins de 2 kg, il s'appelait le DT18. Et donc, nous adressons en particulier deux types d'applications, la sécurité défense, mais c'est pas le propos aujourd'hui, mais également l'industrie. Et c'est notamment l'objet de la présentation ce soir pour vous présenter l'inspection des infrastructures linéaires. Donc, sur la slide suivante. Donc, on est 60 personnes, on est basé à Toulouse, et on fait à peu près 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, pour cette intervention-là, en fait, on intervient à deux. D'une part, sur la partie vecteur, donc le drone, c'est la société Delair qui prend ça en charge. Et ensuite, pour la partie data, puisque c'est aussi dans ça que réside l'innovation, c'est sa société sœur Alteia qui assure le traitement de la donnée qui est captée et collectée par le drone. Juste quelques mots sur les quelques utilisateurs. Donc, vous voyez que le marché qui est adressé, c'est un marché qui est mondial, en vrac. Donc, bien sûr, RTE et Enedis qui sont les opérateurs français, mais également Ipto en Grèce, la Caroline du Nord avec Duke, Washington, la Floride, voire même l'Islande. Donc c'est vraiment on opère le monde entier pour ces questions d'inspection d'infrastructures. Donc slide suivante. Alors, l'intérêt du drone à voilure fixe, qu'est-ce qu'il présente comme intérêt pour ce type d'opération? Déjà, alors là, on vous présente la gamme donc de gauche à droite avec les temps de vol et les portées qui sont de plus en plus longues, donc de l'X11 jusqu'au DT46 qui va bientôt être mis sur le marché. Déjà, le drone à voilure fixe, il va plus loin, donc entre 30 et 100 km. Son autonomie est plus importante, de 1 heure à 7h30 de vol. Il va plus vite. Et tout l'enjeu aussi de notre technologie, c'est qu'il soit robuste et qu'il puisse apporter une qualité d'image la plus optimisée possible pour une collecte d'infos qui, elle aussi, soit optimisée avec un temps qui est le plus long possible en vol. Et c'est pour ça que notamment les drones à voilure fixe présentent un intérêt particulièrement intéressant, c'est cette capacité à pouvoir produire de l'image et de collecter de la donnée sur une élongation qui soit la plus longue possible. Peut-être un deuxième intérêt, et je crois que c'est Marc sur Lifelines qui en parlait, c'est le bénéfice aussi environnemental. Alors ça, on peut le voir sur la slide suivante, avec des émissions CO2 qui sont effectivement beaucoup plus faibles par rapport à des missions d'inspection qui pourraient être menées notamment par les hélicoptères, mais également en termes de nuisances sonores, puisque nos drones notamment sont à moteur électrique, donc permettent là aussi de pouvoir opérer avec une nuisance la plus faible possible. Alors, peut-être juste pour montrer quelques images avant de passer à la partie vidéo sur la slide suivante. Donc, d'une part, ces images permettent, une fois que les images sont collectées, de pouvoir faire des inventaires et des contrôles de végétation, notamment autour des lignes électriques, puisque c'est là aussi un enjeu de sécurité qui est important. D'une part, gestion de la végétation, préparer un inventaire, mais également pouvoir contrôler pour des opérateurs au sol les contrôles de travaux de coupe. Alors, slide suivante, on peut proposer également tout ce qui touche au calcul des 3D en termes d'urgence, c'est-à-dire de pouvoir très rapidement identifier les risques et de pouvoir faire intervenir de manière très précise les équipes au sol pour pouvoir gérer une politique de végétation la plus précise possible. Donc, slide suivant. Tout ce qui permet aussi de pouvoir définir les zones à risque et de pouvoir les prédéfinir, de pouvoir les regrouper. Slide suivante.
Et c'est là où intervient l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on peut, de manière automatisée, par des technologies, des algorithmes d'intelligence artificielle, être capable d'identifier très facilement et très rapidement les défauts qui pourraient être identifiés, et ça à partir du vol du drone. Et donc, de fait, pouvoir faire automatiquement des rapports d'inspection qui permettent de donner aux clients une idée très précise des différentes anomalies, et là aussi pour pouvoir coordonner une rapidité d'intervention beaucoup plus rapide. Des vidéos valant mieux qu'un long discours, je vous propose de regarder une petite vidéo de 3 minutes qui va pouvoir vous montrer de manière peu plus précise à quoi ça ressemble et à quoi ressemble le drone en opération. Voilà donc un témoignage de RTE. Avant de partir en mission, on va déjà essayer de repérer une ligne très haute tension qui n'est pas dans une zone contrainte, zone aéronautique par exemple. Et puis on va faire une reconnaissance sur le terrain pour voir la zone de décollage et d'atterrissage du drone et voir si au niveau du rayonnement de l'antenne, on est bien placé sur le secteur. Aujourd'hui, bien sûr, l'hélicoptère, on a un process qui fonctionne, mais dans un souci d'amélioration de la productivité et des coûts, on s'intéresse aux drones, et notamment au DT26, qui aujourd'hui est en mesure d'embarquer un capteur LIDAR intéressant pour les besoins de RTE, et qui est aussi un vecteur connu de la DGAC, ayant des autorisations de vol en France. Le DT26 LIDAR va nous servir principalement à numériser nos lignes très haute tension, de manière à pouvoir repérer la végétation autour de nos lignes. Et le but, donc, c'est de numériser tout le réseau très haute tension de RTE. Ce drone, le DT26, est vraiment fait pour les lignes très haute tension. Il couvre une large bande qui nous permet de voir la ligne et toute la végétation qui est sous la ligne. L'autonomie est très suffisante puisque on va opérer le DT26 sur 15 km d'un côté, 15 km de l'autre, ça fait donc une trentaine de kilomètres. Il est capable de faire un vol de 60 km très facilement, donc l'autonomie est grandement suffisante. Le logiciel Solab qui va nous permettre de piloter le DT26 est très convivial. Et ce qu'on apprécie beaucoup, c'est la checklist sur le côté qui nous permet de n'oublier aucune étape avant le lancement du drone. Et puis après, c'est très convivial sur les cartes, de faire des waypoints, de corriger les altitudes. La programmation du vol se fait très très rapidement et presque en live. On utilise le DT26 en mode entièrement automatique. On importe nos lignes très haute tension dans le logiciel, des KML. On a les pylônes qui sont représentés sur le fond de carte. Et donc, on va pouvoir faire nos waypoints par rapport à ce fond de carte. Et la trajectoire du drone va vraiment respecter le survol de la ligne. L'utilité des captures LIDAR, c'est aller créer des modèles numériques de terrain, des modèles numériques de surface. Donc ces deux types de modèles, on va pouvoir réinjecter tout ça dans nos outils à destination des équipes de maintenance, d'ingénierie, qui vont pouvoir utiliser ces données pour aller faire différents calculs, notamment des calculs de proximité entre la végétation et nos lignes, de proximité entre les bâtis et nos lignes. Donc les informations de végétation liées au LIDAR nous permettent derrière effectivement d'améliorer nos coupes réalisées par les bûcherons, d'aller couper en fait la juste quantité de bois pour respecter on va dire les gabarits de sécurité qu'on peut avoir autour de nos lignes. C'est un vecteur qui fonctionne bien. Ouais. Merci. Merci Stéphane pour cette intervention. Et la vidéo mettait vraiment en scène le potentiel de votre matériel. Baptiste Simoneau, est-ce que tu es là? Oui. Bonjour Henri, je suis là. Je ne sais pas si tu me vois. Ah, voilà,
Bienvenue Baptiste, ancien président de la FPDC, maintenant consacré au développement de la fédération et surtout membre de César, que je te laisse expliquer plus en détail. Et donc Baptiste va nous faire un petit focus réglementation et financement innovation. À toi Baptiste. Merci Henri. Alors attends, je vais présenter la présentation. Je vais plutôt parler de César, puisque pour rester dans les temps, les réglementations sera l'objet d'un autre webinaire éventuellement. Donc je vais vous présenter César. En fait, César, c'est une institution, c'est un partenariat institutionnel privé-public européen qui sert en fait d'accélérateur d'innovation pour, vous allez voir, pour différentes thématiques au niveau du ciel européen. Donc moi, à ce titre, au niveau de la fédération, donc comme l'a dit Henri, j'étais ancien président de la fédération et aujourd'hui, au sein de JEDA, donc une fédération européenne, je représente donc les différentes institutions européennes, c'est-à-dire les fédérations européennes de la filière du drone, comme membre du conseil d'administration de César. Donc comment ça fonctionne? Alors César, c'est une entreprise, un partenariat institutionnel public-privé qui a été mis en place pour accélérer la recherche et l'innovation. Elle a un mandat de 10 ans. Alors on est sur le César 3, parce qu'il y a eu 2 précédents César donc, qui ont conduit à des innovations comme l'enregistrement électronique des drones, hein, qu'on a au niveau européen maintenant. Et là, ce nouveau mandat a débuté en 2021 et se terminera en 2031. L'objectif, donc, c'est de pouvoir gérer les avions conventionnels, les drones, les futurs taxis aériens, les véhicules volants à des altitudes plus élevées, de manière efficace et durable avec la création d'un ciel numérique. Alors, le but de César, c'est d'anticiper justement les différents vecteurs et les différentes applications au niveau du drone, au niveau du ciel européen. On pourrait comparer ça un peu à la création de l'EASA à l'époque des premiers transports de passagers, donc lors de la création des lignes aériennes du transport public. Donc, au niveau de César, comment ça se compose? Nous avons actuellement 50 organisations. Donc, vous voyez des organisations privées. Parmi les organisations françaises, on va retrouver par exemple l'ONERA, on va retrouver la DGAC, on va retrouver Airbus, on va retrouver différentes organisations européennes. Et d'un autre côté, Eurocontrol, donc la Commission européenne. Donc, c'est vraiment du public et du privé réunis pour travailler ensemble sur ces innovations. Donc, le gouvernement de César est organisé de la manière qui suit. Donc, le président, c'est le président de la direction mobilité et transport, hein, le ministre des Transports européen, donc Enrique Olole. Et il dirige le conseil d'administration qui est présidé par la Commission européenne avec 50 organisations, Eurocontrol et 10 observateurs du conseil d'administration. Alors moi, je fais partie de ces observateurs, c'est-à-dire le rôle des observateurs, donc comme les associations, comme les institutions qui sont ni privées ni publiques, c'est de garantir une certaine neutralité dans les échanges, parce que vous l'avez bien compris, on a d'un côté donc les pouvoirs publics et de l'autre côté, on a des lobbies qui sont privés, qui sont tous représentés ici. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir amener des innovations qui servent à toute la filière et non pas à certains lobbies privés. Ensuite, en deuxième étape, donc, on a les organes exécutifs, donc, qui sont les salariés, dirigés par Andrea Bochen, et les organes consultatifs, donc, qui peuvent être appelés lors des différentes commissions, comme les comités scientifiques ou des groupes de représentants des États. Donc, dans les faits, César, on travaille sur 6 thématiques. Donc, il y a la numérisation, de l'intelligence artificielle, l'espace U, donc la création des espaces spécialement pour les drones, des centres virtuels de contrôle, des tours à distance, et à terme, on espère donc la connexion des guichets automatiques, c'est-à-dire une interopérabilité automatique entre les divisions satellites, l'aviation habitée et les tours de contrôle au sol. Le programme César, donc les 2 précédents programmes, donc comme je vous l'ai expliqué, ils ont démarré en 2008, donc qui était de 2,1 milliards, celui de 2016 à 2024, donc de 1,6 milliard, et en fait le deuxième programme de 2016 s'est terminé plus tôt que prévu, et on est rentré dans la 3e phase, donc, qui se compose de la manière suivante. On a donc une dotation de 600 millions d'euros qui est donnée par Horizon Europe, Eurocontrol donc avec une dotation de 500 millions d'euros, et l'industrie, c'est-à-dire tous les partenaires de César, les 50 sociétés qui font partie du conseil d'administration, cotisent à hauteur de 500 millions d'euros. Et plus récemment, on vient d'apprendre, donc en coordination avec Cinéa, donc l'Agence européenne pour le climat, qu'il y a avoir une dotation de 200 millions d'euros aussi qui sera rajoutée donc, sur le programme César avec toutes les normes justement environnementales. Dans les faits, comment ça fonctionne? Donc dans les faits,
César, donc ça fonctionne en 4 étapes, c'est-à-dire on a un pipeline qui s'articule autour de ces 4 éléments. Il y a une première phase qui est l'exploration et la recherche, c'est-à-dire ça va être la conceptualisation de modèles qui vont permettre de permettre les innovations futures. Ensuite, il y a une phase industrielle de validation de ces explorations, qui est permise grâce à tous les partenaires aux 50 industries qui font partie du groupement César. Et ensuite, il y a des démonstrations grandeur nature. Par exemple, pour vous donner un exemple de démonstration, dernier trimestre de l'année 2022, nous avons permis avec différentes sociétés, notamment Ryanair, de pouvoir expérimenter justement des services d'évitement et de collision entre des drones donc, en vol automatisé, qu'on pourrait imaginer des drones cargo ou de futurs drones taxi, et des avions donc, sur l'aéroport de Barcelone. On a un dernier pipeline, vous voyez le dernier en vert en bas, qui est le Fast Track Innovation and Uptake, donc comme son nom l'indique, c'est-à-dire c'est une phase d'innovation et d'appropriation plus rapide, accélérée, qui va permettre sur certaines thématiques bien précises de pouvoir accélérer toutes ces phases de recherche et d'exploration pour arriver directement sur des démonstrations. C'est le cas notamment sur les drones taxis qui vont être testés, par exemple, pour les JO de 2024. Vous avez sûrement entendu parler, donc Paris a été sélectionné comme première ville pour effectuer ces vols de drones habités. Et donc, l'EASA a fourni un roadmap. Alors, le roadmap qui est le suivant. Et du coup, le groupement, donc l'entreprise César, travaille donc sur ces différentes possibilités pour essayer d'apporter des solutions concrètes. Donc, en 2022, donc, on a eu des premiers prototypes qui ont été testés avec des vertiports donc, sur l'aéroport de Cergy, par exemple. Des use space qui ont été créés donc, spécialement avec des applications qui ont été testées aussi au courant 2022. Et le but, donc, c'est d'arriver donc à faire coordonner donc, des drones habités, des drones cargo éventuellement, pour arriver jusqu'en 2024 avec ces 2 phases d'évolution. Donc d'un côté, on va avoir tous les opérateurs, je dirais la direction de tout ce qui va être certification des opérateurs et des drones, donc quel type de machine, qui va être certifié qui va être aussi habilité à les certifier. Les autorisations pour des vertiports, alors les vertiports, ce seront concrètement l'équivalent des héliports, mais pour des drones habités, des drones automatiques habités, et une refondation aussi du airspace design, c'est-à-dire des cartes aéronautiques, les cartes EASA, qui devront être reconfigurées en intégrant donc les vols de drones automatisés. Et d'un autre côté, on va avoir toute la phase de développement donc, sur la certification des UAS et des VTOL, la phase de régulation et d'adoption, c'est-à-dire comment on va réguler ce trafic-là et le faire adopter dans le trafic existant, et ensuite l'implémentation sur les supports d'État, c'est-à-dire, on l'a vu donc sur d'autres webinaires, notamment au niveau des drones, pour l'instant, les États européens, on est chacun sur des applications qui sont différentes et diversifiées. Même au niveau des services d'État, au niveau de l'aviation habitée, on est encore sur des services qui sont différenciés, qui ne fonctionnent pas tous sur la même échelle, et donc le but, c'est d'arriver à coordonner tout ça. Donc voilà sur la présentation de César. Au niveau du use space, puisque César, vous l'avez bien compris, concerne aussi bien l'aviation habitée que l'aviation non habitée, donc c'est-à-dire les drones. Donc les phases qui ont été terminées à ce jour sont les air traffic management, donc SMART, ce qu'on appelle SMART, donc pour permettre aux drones de cohabiter avec l'aviation habitée. Et donc les 2 premières phases ont été effectuées aujourd'hui, c'est-à-dire le service U1, donc avec la fondation du U-Space, avec l'enregistrement de l'identification électronique sur les drones. Et on est sur la 2e phase, donc les services initiaux, par exemple, pour la gestion des opérations et la planification des vols, l'approbation et le suivi de l'interfaçage. C'est-à-dire, à terme, arriver à avoir une application commune et un mode opératoire qui soit commun à tous les pays européens. Voilà pour cette présentation. Donc, vous pourrez retrouver toutes les avancées et les innovations de César sur le site césar3.ju. Merci Baptiste pour cette intervention. Pourquoi l'innovation est au cœur de toutes les attentions et que quand même des organisations et des moyens sont alloués pour faire avancer toutes ces problématiques. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci à tous nos intervenants pour la qualité de votre présentation, pour le respect des timings, c'est super.
Je vais conclure en quelques mots pour reprendre dans les grandes lignes ce qui a été dit. Donc, on voit bien que finalement, l'innovation autour du drone, elle est aussi bien en intérieur qu'en extérieur, que les drones, finalement, ils vont apporter beaucoup de sécurité, d'information, de précision et d'efficacité. Mais toute cette innovation, en fait, on se rend bien compte qu'elle doit être en interface avec les opérateurs, les utilisateurs. Et ce que je retiens, c'est que souvent, l'interface doit être le plus simple possible. Donc, on en vient au fait que les machines sont quand même très, très performantes et que nos capacités sont peut-être assez limitées. Voilà. Donc, au niveau de la fédération, nous, on est là aussi pour créer l'alchimie, pour débloquer des situations en termes d'innovation, en termes de relations, en termes de position, que ce soit au sein des autorités françaises, au sein de César, au sein de GEDA, qui est la Fédération européenne, pour faciliter tous les acteurs français à mettre en œuvre leurs solutions. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et nous serons heureux de vous accueillir et nous vous retrouvons très bientôt pour un prochain webinaire sur l'état des lieux de la pulvérisation par drone en agriculture. À bientôt, bonne soirée.